Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette webconférence d'Alice Pharma à l'occasion de la présentation des avancées des perspectives de la société. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Stéphanie Monlezan, directrice des opérations d'Alice, Pier Vincenzo Piazza, directeur général d'Alice Pharma, ainsi que notre invité Christian Broder, directeur scientifique d'Indivior, groupe partenaire de la société. La présentation sera suivie d'une session de questions et réponses. Et vous avez la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation dans l'espace dédié en bas de vos écrans. Il y sera donc répondu à la fin de la présentation. Pier Vincenzo Piazza, je vous en prie. Merci beaucoup. D'abord, merci à tous de participer à cet événement et de suivre notre société. Donc, on va commencer la présentation. Stéphanie, voilà. J'espère que tout le monde voit la première diapositive. Donc, je vais vous passer l'avertissement obligatoire. Après, 3 mots supplémentaires sous les intervenants. Donc, il y a moi, donc je suis le directeur général de la société. J'ai cette caractéristique d'être à la fois un scientifique d'abord et un entrepreneur aussi, parce que j'ai guidé et développé Alice depuis le début. Il y a Stéphanie Monlezan, notre chef des opérations. Moi, je l'appelle la machine de guerre ultime. C'est ce qui nous permet de garder tous nos objectifs atteints dans le budget. Et Christian, à côté de moi, qui est le directeur scientifique de Indivior, que c'est le leader mondial des traitements sur l'addiction, est probablement une des personnes avec la plus grande expérience dans le développement de médicaments dans cette indication. Donc, on est très content de l'avoir avec nous. Merci beaucoup, Christian, de participer. Donc, sans attendre, je vais commencer pour vous donner un aperçu général de la société, en commençant par l'équipe. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, Alice a été créée en 2014. Nous sommes allés sur Euronext en 2022. Notre siège social est à Bordeaux. Aujourd'hui, nous avons 24 collaborateurs. Donc, le management, il y a moi, Stéphanie, et plus récemment, nous avons accueilli parmi nous Arsène, qui a un background, une longue expérience d'analyste sell-side et qui nous a rejoint comme directeur du développement. Après, la société est organisée de façon assez classique, avec un bureau pour les affaires corporate, et la plus grosse partie de nos collaborateurs travaillent en recherche et développement non clinique et clinique. L'objectif principal, la caractéristique principale de la société, c'est la nouvelle génération de médicaments que nous développons, qui ont ce nom un peu ésotérique, de CB1 et CC, mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi on les a appelés ici. Mais on va commencer avec une vision plus générale sur les pathologies du cerveau, qui, en fait, on peut les diviser en 2 gros groupes. Soit certains systèmes du cerveau ont une activité inférieure à la normale, donc sont hypoactifs, ou certains systèmes du cerveau sont hyperactifs et donc ont une activité excessive pathologique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la pharmacopée, à savoir les traitements qui sont disponibles sur le marché, 95% des traitements pour les maladies du cerveau, ce qu'ils sont capables de faire, c'est d'augmenter l'activité du cerveau en copiant des mécanismes physiologiques et la ramener à la normale. En revanche, ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas très bien faire, c'est s'attaquer à des situations dans lesquelles certains systèmes cérébraux sont hyperactifs et il y a très peu de médicaments disponibles pour s'attaquer à ce type de processus pathologique. La raison, elle est en fait très simple, c'est que nous disposons aujourd'hui d'une seule classe de médicaments qu'on appelle les antagonistes. C'est une classe de médicaments assez ancienne, elle a été découverte il y a une trentaine d'années, qui a un mécanisme d'action très artificiel. En fait, les cerveaux ne produisent pas ni utilisent des antagonistes,
Et ces médicaments, à la place de ramener le cerveau à une activité normale, provoquent une hypoactivité et donc ont des effets secondaires très importants que, sauf dans des cas exceptionnels comme la schizophrénie, nous empêchent de les utiliser. Donc, clairement, trouver la façon de prendre un système cérébral hyperactif et de le ramener à la normale, c'est un défi assez révolutionnaire qui il peut donner accès à plusieurs maladies sans traitement aujourd'hui. Donc, à ELIS, nous sommes attachés à ce challenge et nous sommes assez contents de dire qu'aujourd'hui, nous avons trouvé une solution, au moins pour un système cérébral spécifique qui est quand même impliqué dans beaucoup de pathologies. Donc, les CB1-SSI sont ces nouveaux inhibiteurs qui protègent l'activité normale du cerveau et donc ils sont très bien tolérés. Alors, rentrons sous comment ils marchent, ces médicaments, et je vais utiliser leur nom pour vous guider dans cette découverte. Commençons avec CB1. CB1 n'est rien d'autre que la cible de nos médicaments. C'est le principal récepteur de ce qu'on appelle les systèmes endocannabinoïdes et n'est rien d'autre qu'un des récepteurs du cerveau les plus exprimés. Comme tel, il est impliqué dans plusieurs fonctions très importantes, pas seulement dans le cerveau, mais aussi dans les tissus périphériques. Et comme tous les régulateurs cruciaux, quand il est déréglé, on le retrouve impliqué dans un nombre important de pathologies. Donc, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'avec une seule cible, c'est possible de développer un pipeline qui donne accès à plusieurs cibles thérapeutiques sans traitement aujourd'hui. Et d'ailleurs, le CB1 a été la cible de l'industrie pharmaceutique il y a 20 ans. Le seul problème, c'est que les antagonistes, donc la vieille classe des médicaments, ont des effets indésirables qui ne permettent pas de les utiliser en thérapie. Alors, nous avons résolu ce problème et pour vous expliquer comment, on va s'attaquer à la deuxième part du nom, SSI, que ça veut dire inhibiteur spécifique de la signalisation. Alors, ici, vous avez un cartoon qui vous montre un récepteur CB1 dans la membrane d'un neurone hyperactivé par les molécules qui le stimulent normalement. Et vous voyez que ça s'est traduit pour une augmentation de la signalisation à l'intérieur de la cellule, ici en rouge, qui est relié au processus pathologique. Les molécules de l'ancienne génération, donc les antagonistes, ce qu'ils font, ils vont se lier spécifiquement à ces récepteurs et ils vont bloquer l'accès des molécules de stimulation. Donc, ils sont bien sûr capables d'inhiber l'hyperactivité pathologique en rouge, mais inhibent aussi l'activité normale du récepteur en vert, et c'est ce blocage total qui produit les effets indésirables. Les CB1-SSI de l'Elis Pharma, ils se lient, vous les voyez ici en bleu, dans un endroit complètement différent du récepteur, et à travers cette liaison, ne bloquent pas et ne modifient pas l'action des molécules stimulatrices, qui peuvent encore avoir leur fonction physiologique, mais en revanche, empêchent les récepteurs d'activer la signalisation reliée à l'état pathologique. Donc, ces mécanismes, c'est la raison pour laquelle nous avons appelé ces molécules inhibiteurs sélectifs de la signalisation, parce que ça, c'est ce qu'ils font, ils bloquent qu'une partie de l'activité du récepteur. C'est important de dire aussi que nous avons développé ces molécules basées sur la découverte d'un mécanisme naturel que le cerveau utilise pour réguler l'activité du CB1. C'était quelque chose qu'on ne suspectait pas qu'il existait. Donc, nous avons publié dans Science en 2014. Et donc, c'est l'effet que nous copions un mécanisme naturel qui est aussi responsable du fait qu'on peut avoir une action très spécifique est très bien toléré par l'organisme. Alors, ce know-how assez unique nous a permis de
avoir un pipeline qui s'est développé, je dirais, assez rapidement. Alors, pour vous donner une idée de la situation, ça, c'était la pipeline d'Elis au moment de l'IPO, donc en février 2022, avec 2 médicaments au stade clinique, un pour l'addiction au cannabis et l'autre pour le syndrome de Down. Le premier avait fini une phase 2A, le deuxième était rentré en phase 1 et on avait une plateforme qui cherchait de nouveaux médicaments. On avait aussi fait un deal avec Indivior, où ici vous avez les éléments principaux, donc un down payment de 30 millions, la possibilité d'exercer une licence après la phase 2B avec un paiement de 5 millions, la prise en charge des frais de développement et 340 millions de milestones supplémentaires et de redevances entre 12 et 20%. Aujourd'hui, après février 2022, nous avons terminé le recrutement dans large étude de phase 2B de 330 patients. Nous avons, avec les 117, nous avons fini les phases 1 avec les 217 et démarré une phase 1-2 chez des personnes avec un syndrome de Down. Nous avons plus récemment découvert que les 217 pouvaient aussi être utilisés dans certaines formes génétiques d'autisme, comme le syndrome de Phelan-McDermid, et nous avons trouvé de nouvelles familles de composés qui nous permettent d'adresser un large éventail des maladies du cerveau reliées à l'activité du récepteur CB1. Donc, je vais repasser la parole à, désolé, Christian, qui avait fait un exposé magnifique que vous n'avez pas vu sous les problèmes de santé publique reliés à la consommation excessive de cannabis. Voilà. Alors, je remercie Thierry et Stéphanie pour cette invitation. Et donc, je souhaiterais maintenant partager quelques informations sur les troubles liés à la consommation de cannabis. Et tout d'abord, le diagnostic médical actuel DSM-5, c'est-à-dire le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, englobant 3 niveaux de sévérité, abus, dépendance et addiction, respectivement troubles légers, modérés et sévères. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à droite de l'écran, la prévalence de ces troubles diagnostiqués et liés à la consommation de cannabis aux États-Unis a augmenté de manière très significative au cours des 3 dernières années, à raison de 15% par an. Et toute la littérature indique une quadruple confluence de facteurs à l'origine de l'augmentation de ces troubles. Tout d'abord, une augmentation de la prévalence de la consommation, ensuite une augmentation de l'intensité de la consommation en termes de fréquence et de quantité, une augmentation de la teneur en THC, c'est-à-dire l'un des principaux ingrédients actifs du cannabis, et enfin un âge plus précoce de l'initiation à la consommation de cannabis. Parlons un peu de la prévalence de l'utilisation du cannabis en Europe et aux États-Unis. Donc, en Europe, on estime qu'approximativement 84 millions de personnes ont utilisé du cannabis au cours de leur vie, mais 22,6 millions ont en fait utilisé du cannabis au cours de l'année précédente et 1,6 million de personnes ont en réalité été diagnostiquées avec un trouble lié à la consommation de cannabis. Si l'on regarde la situation aux États-Unis, la légalisation du cannabis a augmenté de manière très significative au cours de la dernière décennie. On relève actuellement approximativement 62 millions de personnes ayant utilisé du cannabis au cours de l'année précédente, mais 19 millions de personnes diagnostiquées avec un trouble lié à la consommation de cannabis. Et notons à peu près 40% de prévalence chez les usagers entre 18 et 25 ans. Les effets négatifs sur la santé de la consommation chronique de cannabis deviennent de plus en plus évidents et clairs dans la littérature et on peut les définir en termes d'effets à court et à long terme. Alors regardons un peu les effets à court terme.
altération de la mémoire à court terme rendant difficile l'apprentissage et la rétention d'informations, troubles de la coordination motrice interférant avec les capacités de conduite, par exemple, et augmentant les risques d'accident, altération du jugement, augmentant les risques de comportement sexuel, facilitant la transmission de maladies sexuellement transmissibles, et à forte dose, paranoïa et psychose. Dans le plus long terme, dépendance, chez environ 9% des utilisateurs au total, 17% de ceux qui ont commencé à utiliser à l'adolescence, et entre 25 à 50% de ceux qui en consomment quotidiennement. Altération du développement cérébral, mauvais résultats scolaires avec un risque accru d'abandon scolaire, déficience cognitive avec un quotient intellectuel plus faible chez ceux qui en consomment fréquemment, en particulier à l'adolescence, diminution de la satisfaction et de la réussite dans la vie, symptômes de bronchite chronique et enfin risque accru de troubles psychotiques chroniques, y compris la schizophrénie, en particulier chez les personnes prédisposées à de tels troubles. Quelques exemples pour illustrer ces effets à court et à long terme. Tout d'abord, cette étude qui a clairement démontré que la consommation de cannabis à l'adolescence altère le développement neurologique de manière dose dépendante. Et l'on voit ici ce que l'on appelle un amincissement cortical, en particulier ce que l'on appelle le cortex préfrontal dorsomédian droit. Et cet amincissement a été associé de manière très significative à une impulsivité attentionnelle entre le début de l'étude et 5 ans plus tard. Dans cette étude-ci, on voit de manière très significative l'impact de la consommation chronique de cannabis entre l'adolescence et le milieu de la vie sur le quotient intellectuel. Et donc ça, c'est une étude de plus de 1000 personnes où l'on a examiné le quotient intellectuel à l'âge de 13 ans, puis à l'âge de 38 ans. Et chez les personnes consommant le cannabis de manière persistante durant cette période, ces personnes ont perdu 6 points en quotient intellectuel. 14. Il y a eu 2 études, l'une montrant 6 points, l'autre montrant plus de 14 points. Sur la dia suivante, le risque de troubles psychotiques augmente avec la puissance et la fréquence de consommation de cannabis. J'attire votre attention sur les 2 dernières colonnes, indiquant très clairement que l'utilisation quotidienne de cannabis en teneur à THC de moins de 10% double le risque de troubles psychotiques. En revanche, l'utilisation quotidienne de cannabis avec du THC de plus de 10% quadruple ce risque, comme vous pouvez le voir sur la colonne bleue. Enfin, une augmentation des entrées aux urgences dues au cannabis que l'on observe à la fois aux États-Unis et en Europe et de manière beaucoup plus significative par rapport à d'autres drogues telles que l'héroïne, les opioïdes et la cocaïne. Et enfin, des études plus récentes qui nous montrent aussi une association directe entre la consommation chronique de cannabis et l'inflammation vasculaire, malheureusement se traduisant en infarctus du myocarde et athérosclérose. Donc, après cette vision générale, on va se focaliser plus sur les indices. Je vais continuer à donner la parole à Christian qui va vous résumer l'intérêt porté par les résultats de la phase 2A. Absolument. Et l'une des raisons pour lesquelles nous étions particulièrement intéressés par AEF 0117 était directement liée aux résultats de cette phase 2A particulièrement convaincant. Alors cette étude examinait les effets du AEF 0117 sur les effets agréables du cannabis et l'auto-administration de cannabis. Et l'étude a démontré 3 effets bénéfiques. Tout d'abord,
Le fait que 0,17 diminue les effets subjectifs du cannabis liés à l'addiction, et vous pouvez voir sur ces graphiques que l'effet est dose dépendant. Ensuite, le fait que 0,17 diminue la motivation à s'administrer du cannabis, et enfin, de manière très importante, le fait que cette molécule ne précipite pas le sevrage et était particulièrement bien tolérée. Donc, des effets très prometteurs pour lancer une phase 2B que Stéphanie va maintenant vous résumer. Donc, juste avant de... Merci beaucoup, Christian. Juste avant de vous donner plus d'informations concernant la conduite de l'étude de phase 2B, nous avons communiqué récemment sur les résultats positifs des études non cliniques nécessaires pour entrer en phase 3. Tous ces panels d'études, que ce soit la caractérisation additionnelle du métabolisme et du profil de toxicité, mais également le développement pharmaceutique, et des études cliniques complémentaires de pharmacocinétique ont été achevées et nous permettent désormais d'envisager de rentrer en phase 3 à l'issue des résultats de la 2B. Donc, pour vous donner plus de détails concernant le design de cette étude de phase 2B, donc elle a pour objectif de démontrer que le composé AEF0217 peut être un traitement pour l'addiction au cannabis. Donc, cette étude est coordonnée par le professeur Frances Levin à l'Université de Columbia, qui est la référence internationale dans ce domaine thérapeutique. Elle avait pour objectif d'inclure 330 patients traités sur 11 centres cliniques aux États-Unis, ayant pour objectif donc de tester 3 doses de composés contre placebo pour démontrer en objectif principal une réduction de la consommation de cannabis. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la conduite de cette étude? Donc, tout d'abord, elle a démarré au second trimestre 2022 avec les premières inclusions. Ensuite, élément majeur au deuxième trimestre 2023, un comité indépendant d'experts a revu l'intégralité des données de sécurité obtenues sur les 115 premiers patients et a confirmé le profil de sécurité du composé. Nous a recommandé de continuer la conduite de l'étude telle qu'elle. Et enfin, nous avons fini les inclusions des patients fin 2023 avec au final 330 patients inclus dans l'essai. Et nous sommes actuellement en train de travailler à achever cette étude pour obtenir les résultats clés mi-2024. Passons désormais à notre deuxième composé, donc l'AEF0217, qui lui est développé pour traiter les troubles des déficits cognitifs. Donc tout d'abord, il existe un lien direct entre la cognition et le récepteur CB1, et cela dû au rôle physiologique du CB1 qui est d'aider à oublier. Pourquoi? Parce qu'en fait, la cognition, c'est un équilibre entre des systèmes qui vous permettent d'oublier et d'autres qui vous permettent de vous rappeler. Et oublier, c'est tout aussi important que se rappeler, notamment parce que durant l'évolution, par exemple, la capacité d'oublier des expériences négatives a permis d'augmenter les capacités de recherche de nourriture dans des environnements hostiles. La contrepartie de cette fonction physiologique est lorsque le système est hyperactivé, on oublie trop et cela peut amener à des déficits cognitifs. Et c'est ce qui se passe dans le syndrome de Down, où il semble y avoir une hyperactivité du récepteur CB1. Les déficits cognitifs dans le syndrome de Down, ou trisomie 21, sont un besoin médical non satisfait majeur et sans aucun traitement disponible à ce jour. Ils induisent des conséquences sociales dramatiques, avec une dépendance élevée, associée à un fardeau pour la personne, leur famille et la société. De nos jours, un peu moins d'1 million de personnes vivent avec une trisomie 21 dans les pays industrialisés. Et de façon assez surprenante, cette prévalence continue à croître, pour 2 raisons principales. La première est une augmentation de l'espérance de vie des personnes porteuses d'une trisomie 21, et la seconde est une augmentation de l'âge maternel, qui est connu pour être un facteur de risque accru. L'AEF0217 a démontré ses capacités à restaurer les déficits clés du syndrome de Down. Et tout d'abord, en utilisant un outil prédictif très innovant, nous avons pu démontrer que l'AEF0217 pouvait restaurer les déficits de la mémoire de travail dans des modèles de souris trisomiques. Ici, au centre, vous voyez en rouge les mauvaises performances de souris trisomiques
qui, à droite, reviennent à la normale lorsque ces souris sont traitées avec l'AEF 0217. Également, l'AEF 217 peut restaurer les déficits neuronaux liés à la mémoire, plus particulièrement en s'intéressant à ce qu'on appelle la plasticité synaptique. En rouge, vous voyez une plasticité synaptique déficitaire chez des souris trisomiques qui revient à la normale, ici en bleu, lorsque ces souris sont traitées avec l'AEF 0217. Également, récemment, nous avons communiqué sur des nouveaux résultats démontrant que ce composé était capable de restaurer des déficits dans un modèle murin du syndrome de Phelan-McDermid. Le syndrome de Phelan-McDermid, c'est une forme génétique d'autisme qui est une maladie orpheline qui est due à la délétion variable d'une partie d'un chromosome qui contient le gène SHANK3. Les symptômes associés à ce syndrome sont des troubles du déficit autistique, des déficits cognitifs, mais également des déficits moteurs. Et aborder le syndrome de Phelan-McDermid permet d'ouvrir une voie réglementaire simplifiée dans le domaine hétérogène et vaste des troubles du spectre autistique idiopathique. L'efficacité du 217 dans des modèles murins de Phelan-McDermid est très claire. Comme démontré ici en bleu, les souris traitées avec le 217 ont des performances qui reviennent quasiment à la normale dans des domaines cognitifs, mais également dans des déficits moteurs. Également, en s'intéressant plus spécifiquement à un marqueur neurologique spécifique de l'autisme, qu'on appelle l'activité corticale. Vous voyez ici en rouge une hyperactivité corticale observée dans les souris Phelan-McDermid qui revient à la normale lorsque ces souris sont traitées avec le AEF 0217. Donc une preuve d'activité très convaincante. Également, ce composé permet de restaurer des déficits cognitifs dans d'autres modèles. Il s'agit tout d'abord du syndrome du Fragile X, qui est la forme génétique la plus courante de l'autisme. C'est également une maladie orpheline. Et vous voyez ici que les souris Fragile X, modèle Fragile X traités avec le 217, récupèrent des capacités identiques à des souris contrôle. Mais également dans des modèles de vieillissement, ce sont des souris âgées, présentant des troubles cognitifs spontanés ici. Et vous voyez que leurs capacités cognitives reviennent quasiment à la normale. Si on fait un point sur du résumé du développement de ce candidat médicament, tout d'abord, il a une sécurité très élevée, avec un index thérapeutique supérieur à 650, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais dans l'industrie, un index thérapeutique de 10 est considéré comme excellent, donc une très grande marge de sécurité. Il n'induit aucun des effets indésirables des antagonistes CB1 de la génération précédente. Et dans ce cas spécifique, nous avons développé une formulation qui est buvable et parfaitement adaptée à ces personnes qui ont souvent des difficultés à pouvoir avaler des comprimés ou ce genre de formulation. Il a déjà complété un programme de phase 1 chez des volontaires sains qui a confirmé, qui a démontré sa sécurité et sa bonne tolérabilité et qui lui a permis de rentrer en phase 1-2 chez des personnes avec une trisomie 21. Cette étude est actuellement en cours en Espagne, dans 3 centres cliniques. Les personnes sont traitées pendant 1 mois avec ce composé, avec l'objectif principal de confirmer la sécurité et la tolérabilité de l'AEF 0217 dans cette population vulnérable. Nous avons également ajouté quelques mesures exploratoires d'activité. À la suite de cette étude, nous allons démarrer une large phase 2B qui permettra de confirmer l'efficacité du produit et nous planifions de démarrer cette étude dans la deuxième moitié de 2024. Et le protocole de cette étude de phase 2B est actuellement en cours de discussion auprès de l'INIE et par la suite avec la FDA. Après cette overview de nos développements de nos 2 principaux composés, je redonne la parole à Pierre-Vie qui va vous résumer les atouts majeurs de la compagnie. Donc, très brièvement, je pense qu'il y a 2 aspects pour 2024. C'est une période dans laquelle nous avons des événements qui peuvent avoir un effet très positif sur le cours de l'action. Les premières, c'est les résultats de la phase 2B pour confirmer l'effet thérapeutique du 217, et effet qui peut être amplifié par l'exercice de la licence un peu plus tard par Indivior. Pour le 217, le résultat de la phase 1-2, qui devrait confirmer la sécurité de ces médicaments dans cette population fragile que sont les personnes avec une trisomie 21
et ouvrira la voie à l'étude d'efficacité qui est la phase B, et aussi nous devrons rentrer en développement un troisième composé. Un autre aspect positif d'ELIS, c'est que nous pouvons faire tout ça avec une visibilité jusqu'à fin 2025, dû à notre position de trésorerie très favorable, et tout ça sans prendre en compte les 5 millions de l'option de licence dit Indivior. Nous avons aussi une pipeline qui a des perspectives, parce que pour le 217, nous pouvons étendre les indications à l'autisme, soit avec le syndrome de Phelan-McDermid ou l'X fragile. Nous pensons de pouvoir développer un 4e composé pour d'autres maladies du cerveau, mais aussi identifier de nouveaux composés pour les maladies périphériques, parce que beaucoup de vous doivent savoir qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les maladies périphériques, comme les maladies métaboliques, les CBA impliqués aussi dans la fibrose et dans certaines maladies cutanées, comme il a montré le deal récent de Novo Nordisk avec la société Inversago, qui avait un vieil antagoniste. Nous avons aussi identifié dans d'autres récepteurs des sites de liaison similaires à celui qu'on observe sur le CB1, et nous sommes confiants qu'avec notre banque de molécules, on peut développer de nouveaux médicaments qui sortent du CB1 et qui nous permettent d'adresser de nouveaux récepteurs et donc de nouvelles pathologies. En résumé, cette diapositive montre juste tous les biens que nous pensons de notre société, que c'est un peu normal. Donc, ELIS, c'est quoi? C'est une nouvelle génération de médicaments avec un mécanisme d'action unique jamais testé chez l'homme auparavant. 2 candidats médicaments en stade clinique avec des potentiels de blockbuster et une plateforme qui a déjà généré de nouveaux composés avec des perspectives larges. Un management avec des capacités scientifiques, opérationnelles, mais aussi business avéré, parce que la collaboration avec Indivior a été obtenue et managée que par Stéphanie, moi-même, notre avocat, sans faire appel à des banques ou des intermédiaires. Et aussi, nous avons, comme je viens de le montrer, plusieurs milestones créatrices de valeur à court terme. Donc, tous ces éléments réunis font de nous, je pense, une cible d'investissement assez raisonnable. Et je vous remercie pour votre attention et je suis vraiment désolé pour cet accident qui a probablement écourté le temps des questions. Merci beaucoup Pierre, ainsi qu'à toute l'équipe pour cette présentation. Alors en effet, on a d'ores et déjà plusieurs questions, à commencer par celle relative au AF 117, pardon. Ouais. Le marché de l'addiction au cannabis n'est-il pas un marché surtout américain et l'Europe représente-t-elle une réelle opportunité pour vous? Quelle est la stratégie d'Indivior aussi par rapport à ces 2 dynamiques différentes? Je vais laisser Christian répondre parce que je pense que, vu que c'est Indivior qui va vendre ces médicaments, je pense que... Vas-y, Christian. Alors, et comme vous l'avez vu, l'épidémiologie n'est pas seulement américaine, donc il y a un nombre d'usagers chroniques en Europe croissant. On voit aussi le nombre de visites aux urgences croissant à la fois aux États-Unis et en Europe. Clairement, le phénomène aux États-Unis a été accéléré étant donné la légalisation du cannabis dans de très nombreux États. Je pense que pour l'instant, on en est là à peu près à 39 États plus Washington DC ayant légalisé le cannabis pour des raisons médicales ou récréatives. Donc, le phénomène que nous voyons maintenant a certainement été accéléré aux États-Unis à cause de cette légalisation, mais nous voyons très très bien les mêmes tendances que celles que nous avions observées aux États-Unis il y a quelques années, ici en Europe. Et entre parenthèses, Christian, tu vas me corriger, mais les plans que nous avons aujourd'hui, c'est d'essayer d'aller sur le marché dans les 2 continents en parallèle.
Voilà, alors on est en train de préparer l'avenir du développement clinique et l'idée est effectivement d'utiliser un développement clinique non seulement aux États-Unis ou en Amérique du Nord, mais incluant des sites cliniques en Europe également. Voilà. Une autre question, Dusan? Merci beaucoup, oui, tout à fait. Toujours sur le 117 et un rapport avec le marché, est-ce que vous avez d'ores et déjà une idée de prix de traitement pour AEF 017? Est-ce que vous avez d'ores et déjà sondé les payeurs sur le sujet du pricing? Alors, je vais commencer à répondre, après je vais passer la parole à Christian. Une des stratégies d'Elis, c'est d'aller dans des pathologies où il n'y a aucun traitement. Alors, c'est une chose que les sociétés ne font pas souvent. Vous avez un avantage, que c'est celui d'être les premiers sur le marché, donc prendre une plus grosse partie. En plus, dans le cas du cannabis, il n'y a pas vraiment de compétition aujourd'hui, on s'y est pris très tôt. Un des désavantages, c'est que vous n'avez pas un référentiel de prix très précis et que donc il faut négocier les prix avec les agences. Et donc, on peut se baser sur la fourchette, mais qui est assez large des prix sous l'addiction, en disant qu'on pourrait se situer au milieu, mais je vais laisser Christian compléter ses points. Il est probablement plus compétent que moi sur cet aspect et sur les aspects marketing. Alors, je suis tout à fait d'accord. Pour le moment, nous avons lancé des recherches en marketing assez importantes, donc à la fois aux États-Unis, mais dans d'autres parties du monde. Des discussions de prix en ce moment sont prématures. Voyons d'abord les résultats de la phase 2B et le reste du développement clinique, mais clairement, nous analysons ce que nous appelons le landscape, donc le paysage des médicaments potentiels pour le cannabis use disorder, donc les troubles liés à la consommation de cannabis. Donc, plus dans un prochain avenir. Ok. Merci beaucoup. Alors justement, sur cette phase de B, quels sont les critères pris en compte pour juger du succès de l'étude? Alors, donc, je vais répondre, moi, dans ce cas-là. Donc, ça, c'est une phase de B qui a été conçue par Elis, mais nous avons fait ça en collaboration avec Indivior. Donc, nous avons fait le choix de choisir un critère principal de jugement qui est ramener la consommation à un jour par semaine. Mais nous avons aussi un certain nombre de critères secondaires qui peuvent aussi faire l'objet devenir critères principaux dans les phases 3. Donc, c'est 2 jours par semaine, qui sont aussi une réduction qui est considérée très bénéfique pour la personne. Bien sûr, l'abstinence, même si aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'obligé d'arriver à l'abstinence, ou régression des critères diagnostiques, donc passer d'un état diagnostiqué comme quelqu'un avec une addiction avec quelqu'un qui n'a pas cette addiction, et de façon plus générale, une diminution du craving, une diminution du syndrome de sévrage, et nous allons mesurer aussi la quantité totale prise pendant la période de traitement. Donc, nous avons toute une panoplie de critères qui sont tous des critères importants. Bien sûr, vous le savez, dans les études cliniques, vous ne pouvez pas tous les mettre comme critère principal, il faut en choisir un, mais cette étude va servir à identifier quel va être le critère principal pour la phase 3. Je pense que l'étude elle est assez bien organisée, je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, pour pouvoir nous donner une idée très précise des effets du médicament et où les médicaments peuvent être les plus bénéfiques. J'ajouterais simplement que la plupart des phases 2B sont beaucoup plus petites que celles que Elis a lancées. Et donc, cela va nous mettre dans une position d'avantage pour effectivement préparer le reste du développement clinique. Parce nous aurons énormément d'informations
pour développer les phases 3. Merci beaucoup. Ensuite, toujours dans le même registre, une question d'un actionnaire. Quelle est la durée de traitement avec AEF 117 pour pouvoir constater un sévrage complet? Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut être donné comme... Alors, donc, je vais essayer de répondre. Déjà, la vision du traitement de l'addiction a beaucoup évolué, alors qu'avant, on essayait d'aller à sévrage complet, ça veut dire une abstinence. Aujourd'hui, par exemple, dans l'alcool, ça va venir dans notre pathologie. On essaie de passer d'une consommation pathologique à une consommation non pathologique. Donc, on va viser plutôt une réduction de l'utilisation à une utilisation qui n'est pas pathologique. Les études, l'FDA demande, c'est pour l'instant notre référent principal, donc aux États-Unis, demande de montrer une efficacité sous 3 ou 6 mois, mais disons que 6 mois, il y a de plus en plus le standard. Donc, nous avons fait la phase 2B de 3 mois, nous ferons la phase 3 de 6 mois. Et donc, si vous montrez une réduction de la consommation sous la période de traitement de 6 mois, vous pouvez avoir une autorisation de mise sur le marché. Après, il y a une tendance des cliniciens à traiter les personnes qui étaient victimes d'addiction pendant une période de temps plus longue. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus la règle. Donc, souvent, les personnes sont traitées pendant 1 an. Dans certains cas, pour les opioïdes, sont traitées jusqu'à 2 ans et demi. Et les payeurs, au moins aux États-Unis, remboursent jusqu'à 2 ans et demi de traitement. Merci beaucoup. On a une question sur le monitoring des patients de la phase 2B. Comment le sont-ils et comment vous assurez-vous que la consommation de chaque participant correspond à la réalité? Je laisse Stéphanie répondre à cette question. Donc, le monitoring de la consommation, d'abord, la consommation est une donnée donc, qui est volontairement dite par les patients, selon plusieurs questionnaires que l'on propose. Ils ont également une application qu'ils peuvent remplir où ils expliquent combien ils ont consommé, à quel moment éventuellement dans la journée, ce genre de choses. Et en parallèle, ils ont des contrôles de quantité de THC et des métabolites du THC dans leurs urines, également dans leur sang, pour avoir une corrélation à l'issue de l'étude entre le reporting, donc ce qu'ils ont dit qu'ils avaient consommé et la réalité, en tout cas, que l'on peut retrouver dans leurs urines. Voilà comment est suivi le reporting de la façon dont ils prennent et ce qu'ils ont pris. Et en général, les expériences avec des études précédentes, en général de l'addiction, c'est un patient qui ment très peu. Il y a une très bonne corrélation entre les récits du patient et les analyses biologiques qui disent s'il a consommé ou pas. Il y a aussi une relation qui se crée avec le référent médical qu'ils rencontrent entre 1 à 2 fois par semaine, avec laquelle ils font le reporting de ce qu'ils ont consommé. Et donc, ils sont aussi en confiance pour vraiment donner le maximum d'informations reflétant la réalité de leur consommation. Merci beaucoup Stéphanie. Une autre question d'un actionnaire. Combien de temps après les résultats de la phase 2B Indivior aura pour décider de lever son option? Alors, c'est assez bien défini. Donc, on aura les résultats de la phase 2B. On va demander à l'FDA de faire, après à l'EMA aussi, de faire ce qu'on appelle une réunion de fin de phase 2. Et à la suite de cette réunion, il y aura 3 mois pour exercer l'option. Voilà. C'est assez standard. Très clair, merci beaucoup. Alors, ensuite, on se projette au-delà de la phase 2B. Sur le design de la phase 3 et les critères primaires, avez-vous d'ores et déjà engagé des discussions avec la FDA ou l'EMA? Non, ça va se faire justement dans cette réunion qu'on appelle
post-phase 2 meeting, aux réunions après phase 2. Ça, c'est la définition aux États-Unis. Et avec les mois, on va faire ce qu'on appelle une consultation scientifique, justement pour proposer quels vont être les critères principaux, mais qui vont être extraits des résultats de la phase 2B que nous ne connaissons pas encore. Donc, c'est prématuré de dire lesquels vont être. Merci beaucoup. Donc, la question suivante, elle est un peu dépendante de ce qui vient d'être dit, mais est-ce que vous avez d'ores et déjà une idée approximative de mise sur le marché, compte tenu de la phase 3 qui devra suivre? Alors, nous avons fait plusieurs hypothèses, mais disons, moi je dirais qu'il faut un minimum de 3 ans entre le moment où nous démarrerons la phase 3 et la mise sur le marché. Et la date de démarrage de phase 3 va être annoncée au marché une fois que nous aurons fait la réunion avec l'FDA. Vous savez, Elise, je pense une des qualités de notre société, c'était celle jusqu'aujourd'hui d'arriver à délivrer au marché à temps et en heure toutes les promesses que nous avions faites. Et donc, nous avons l'habitude peut-être de faire un peu moins de promesses que les autres, mais de pouvoir les tenir. Donc, ce que je peux vous dire, nous annoncerons une date potentielle de mise sur le marché après la réunion avec les FDA, quand nous aurons une idée plus claire du démarrage de la phase 3, une idée plus claire si nous aurons une fast track designation ou pas. Donc, il y a plusieurs facteurs qu'aujourd'hui, mais je dirais entre le démarrage de la phase 3 et une mise sur le marché, c'est au moins 3 ans. Au minimum, cela dépendra aussi. C'est pour ça que cette réunion avec la FDA est tellement importante, car il faudra déterminer aussi combien de phase 3 la FDA nous demandera de faire. Donc, en général, pour ce type d'approche, qui est une approche pionnière, puisqu'il n'y a pas de référence, il est très possible que la FDA nous demande de faire 2 phases 3. Encore une fois, tout cela reste à déterminer au cours de cette fin de phase 2, cette réunion de fin de phase 2 avec la FDA. Que c'est quelque chose de standard, hein? Il faut pas voir ça comme un truc exceptionnel, c'est disons la pratique courante. Mais encore une fois, nous essayons d'être très précis dans ce que nous disons et annonçons. Donc, je sais que très souvent, les sociétés ne rentrent pas dans ce type de détails, mais vous terminez l'étude, il faut un certain nombre de mois pour avoir les résultats. Après, vous faites la réunion avec l'FDA. Vous avez déjà commencé à faire des activités préparatoires pour accélérer. Et en fonction de ces résultats, vous savez combien de phases 3 il faut faire. Normalement, c'est 2. C'est une, ça serait vraiment très positif. 2, ça serait juste standard. C'est que, hein, nous savons que les phases 3 ne vont pas être beaucoup plus grosses que la phase 2B que nous avons déjà fait, parce que c'est une très grosse phase 2B. Donc, nous avons l'habitude de manager. La phase 2B a été vraiment très importante pour tester la machine. Donc, ça va beaucoup nous aider pour les phases 3. Et, comme on dit, en avant, nous sommes très confiante sous la suite des opérations. Merci. Alors, on a une autre personne qui rebondit justement sur ces phases 3. S'il y en avait 2, est-ce que pourrait être réalisé en parallèle ou forcément en séquentiel? Non, le plan, c'est de les faire en parallèle. Absolument. D'accord. Toujours dans les aspects cliniques, quelle est la fréquence de dosage du 117 et son mode d'administration? C'est un mode d'administration orale dans des gélules une fois par jour. Capsule molle. Capsule molle une fois par jour. Très bien. Alors, on a une question de transition sur le 217. Vous avez publié un excellent article dans Nature sur le 117. Et est-ce que vous attendez à quelque chose de similaire avec le 217?
nous sommes en train de travailler pour l'article du 77. Alors, vous avez un peu vu le mot de la maison, c'est d'essayer de publier, pas beaucoup, mais quand on publie, essayer de faire de bons articles. Et donc, nous sommes en train de recueillir les derniers résultats, mais l'article a déjà été bien avancé. Donc, oui. Alors, je ne peux pas vous dire quel journal, hein, parce que ces journaux comme Science, Nature Médecine, ou ce genre de ça, c'est quand même des objectifs très ambitieux, on n'y arrive pas toujours, mais ça sera sûrement publié dans un bon journal. Merci. Et justement, quand attendez-vous à la disponibilité des premières données cliniques sur le 217 de l'étude en cours? Donc, nous pensons de terminer l'étude au premier trimestre 2024. Et vu que c'est une étude beaucoup moins importante que la phase 2B, les premiers résultats devraient suivre assez rapidement. Merci. Après, sur l'aspect un peu marché du 217, est-ce que vous comptez le développer toujours en propre jusqu'à son approbation ou pensez-vous le licencier? Ah, ça c'est la question entre stratégie et tactique. Donc, le but d'ELIS, c'est d'aller le plus loin possible dans le développement du médicament, idéalement jusqu'à une autorisation de mise sur le marché. Aujourd'hui, dans la conception de la société, nous ne souhaitons pas vendre les médicaments parce que nous pensons que c'est deux métiers complètement différents et on dilue les noirs d'une société en voulant faire les deux. Ça, surtout dans les nouvelles sociétés. Donc, si vous prenez les modèles Moderna et BioNTech, nous, on est plutôt dans un modèle BioNTech que Moderna. Dans tout ça, nous sommes encore une société qui a eu des succès, mais qui est jeune. Donc, nous devons regarder des opportunités. Donc, nous souhaitons aller le plus loin possible. Nous avons l'argent pour faire jusqu'à la phase 2B inclus avec le 217, mais si on devrait avoir une proposition de partenariat intéressante économiquement pour la société, mais aussi scientifiquement pour le développement du médicament, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est allié avec Indivior, hein, parce qu'ils nous ont amené beaucoup grâce à leur connaissance du domaine de l'addiction. Nous pourrons faire un accord similaire à celui qu'on a fait avec Indivior. So, aujourd'hui, c'est après la phase de B, mais il faut être stratège et tactique. Aussi parce que nous avons d'autres molécules qui suivent derrière, donc ce n'est pas que si on licence les deux médicaments, on a licencié tous les bijoux de famille et on n'a plus rien, on aura de l'argent pour investir dans des molécules qui viennent derrière. Donc, ça dépendra. Merci. Après, une question sur le recrutement. Est-ce que c'est quelque chose de plutôt compliqué que de recruter des patients à temps ou avec le syndrome de Down dans le cadre alors, ça, c'est une bonne question. Je dirais, comme on a dû un peu essuyer les plâtres au début pour lancer la machine dans le domaine du cannabis, et maintenant on a une machine très bien réglée, la phase 1-2 nous a servi pour comprendre comment s'y prendre pour recruter ces patients, le nombre de centres qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut proposer aux familles et tout ça. Et donc, les débuts de la phase 1-2 ont été compliqués, mais là, maintenant, on a trouvé la clé et on a accéléré les recrutements de façon spectaculaire entre octobre et aujourd'hui, en les multipliant par beaucoup. Et donc, on est très confiant que maintenant, on sait comment faire pour s'adresser à ces populations. On a des réunions très fréquentes avec les familles, les associations des familles des patients. Ils commencent à nous connaître. Donc, on a fait tout un travail en amont qui nous fait... nous sommes très confiants pour la phase 2, pour lesquelles, la phase 2B, pour lesquelles le recrutement va être beaucoup plus facile que pour la phase 1.
parce qu'il va y avoir beaucoup moins de visites. Après, c'est très technique, mais un des problèmes avec les recrutements, c'est le nombre de visites que la personne doit faire. Et c'est clair que dans une phase 1, étant donné que vous monitorez les effets indésirables de façon très précise, vous avez énormément de visites. Donc, par exemple, là, dans cette phase 1-2, on a 16 visites en un mois. Dans la phase 2B, on va avoir 3 ou 4 visites en 3 mois. Donc, non, nous sommes sereins, mais on a dû apprendre le métier. Pas le métier de faire des études cliniques, mais le métier d'avoir de bonnes relations et comment faire pour avoir un bon recrutement efficace dans cette population de patients. Mais nous y sommes arrivés. Merci beaucoup. La question suivante, il y a un regain d'intérêt pour les médicaments qui ciblent le CB1. Est-ce que cela se traduit par plus de sollicitations de la part des Big Pharma pour vous? Je dirais que oui, mais nous avons choisi en prioritaire d'aller vers des pathologies qui n'ont pas de traitement. Donc, si quelque chose n'a pas de traitement, il y a moins d'engouement jusqu'à quand la première personne ne trouve pas un traitement. Mais une des raisons pour lesquelles, dans le développement, vous avez vu, on va développer des médicaments pour les maladies périphériques liées au CBA, c'est justement à cause de cette regain d'intérêt de la pharma pour le CBA. Alors, toujours dans la même veine, quel type de société pharma pourrait être intéressée par un rachat total de la société compte tenu du profil différent des indications? D'une part, les addictions, d'autre part, les patients souffrant de syndrome de Down. Alors, ça, c'est une question intéressante que je pense doit venir par un investisseur. Nous n'avons pas construit Elis pour qu'elle soit rachetée. Comme vous savez, il y a eu des va-et-vient dans la façon de construire les sociétés de bibliothèques. On a fait, pendant une période, il fallait avoir les sociétés multiproduits. Après, on est passé à des sociétés monoproduits qui ont développé jusqu'à un certain point et on vendait. Elis est en train d'être développé pour rester. Donc, à un moment donné, c'est plutôt les profils d'un groupe pharmaceutique avec plusieurs indications qui peut être intéressé à racheter la société parce qu'il veut voir les médicaments dans différentes indications, centrales, périphériques. Donc, je dirais c'est plutôt un gros groupe et dans un futur qui est difficile à évaluer. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de mouvements dans le marché des merger acquisition, beaucoup moins dans l'investissement. Donc, je comprends la question. On peut être une cible tout simplement parce qu'on est la société la mieux placée avec le portefeuille le plus large pour les récepteurs CB1 avec ce mécanisme d'action innovant. Et donc, voilà. Je ne sais pas si la question c'était est-ce que mon ami Christian veut nous l'acheter ou pas, mais je ne sais pas, je ne vais pas lui poser la question pour ne pas le mettre en embarras devant nos auditeurs. Merci beaucoup. On revient sur le 117 et l'autorisation de mise sur le marché. Est-ce qu'elle se ferait en premier temps sur le marché américain? Alors, donc, ça c'est une bonne question. On parle du 217 là. 117. 117. Alors, dans l'addiction. Donc, 117 addiction, aujourd'hui, c'est un dossier FDA. Donc, c'est un dossier américain. Donc, c'est clair que notre agence aujourd'hui de référence, c'est l'FDA. Donc, ce n'est pas impossible que la première mise sur le marché, ça se fasse aux États-Unis. Mais comme on a discuté tout à l'heure avec Christian, on pense de développer les médicaments de façon telle à pouvoir faire une demande d'autorisation de mise sur le marché, à la fois en Europe et aux États-Unis, en parallèle. Alors, ça ne va pas être au jour près au même endroit, mais ça va être fait en parallèle.
Donc, je dirais que c'est probable que les États-Unis aillent plus vite, parce que aussi juste pour les dossiers aux États-Unis, on les construit depuis le début, et vous appuyez sur le bouton avec les dernières données pour faire la demande de mise sur le marché. En Europe, le processus, il est très différent. Mais l'intention, c'est d'aller dans les deux continents en parallèle. Très bien. Une nouvelle question sur le AF 0217. Est-ce qu'il y aurait des synergies entre le développement de ce candidat médicament pour le syndrome de Down et l'indication nouvelle, le Phelan-McDermid syndrome? Là, je ne comprends pas très bien la question. Il y a des synergies dans le sens que c'est deux maladies du neurodéveloppement. Mais... Est-ce que les acquis avec le AF217 dans le syndrome de Down permettent d'aller plus vite? Oui, c'est sûr. Parce que tout le travail qu'on a fait en amont vaut pour les deux indications. Donc, tout l'argent qu'on a dépensé pour montrer la sécurité, les phases 1 chez les volontaires sains, tout ça, et même la phase 1-2 chez les syndromes de Down, je pense que va encourager, si elle est positive comme nous pensons qu'il la soit, va encourager les autorités de régulation à pouvoir aller dans les Phelan-McDermid. Donc oui, bien sûr. Merci Pierre-Louis. Alors une question plutôt financière, mais en relation avec ça, donc du coup vous faites rentrer dans le pipe cette nouvelle indication. Est-ce que ça impacte beaucoup votre dynamique de consommation de cash? Alors cette nouvelle indication, nous la développerons à partir du moment où on a les cash. Aujourd'hui, nous avons déjà une indication pour le 117, une indication pour le 217. On ne peut pas tout faire en même temps. Et nous sommes en train de travailler sur un troisième médicament pour le faire entrer en développement. Donc, pour aller dans les Phelan-McDermid, nous aurons besoin d'une nouvelle entrée de cash. Ça ne veut pas dire que l'on ne va pas commencer à faire tout le travail de préparation pour être prêt à appuyer sur les boutons et lancer une étude. Mais aujourd'hui, c'est prématuré de dire qu'on va lancer une étude dans les Phelan-McDermid sans avoir au moins eu les résultats de la phase 1-2 dans les syndromes de Down et voir un peu mieux où on en est avec les autres programmes. Merci. Est-ce que justement vous pourriez rappeler votre visibilité financière à date, toutes choses égales par ailleurs, avec le développement que vous avez envisagé de faire? Donc nous avons une visibilité financière, à ça nous pouvons terminer tout ce que nous sommes en train de faire avec les 117, que c'est quand même énormément de travail clinique et non clinique, aller jusqu'à la fin de la phase 2B avec le 217 et amener un troisième composé au seuil de l'entrée clinique et avoir de l'argent jusqu'à fin 2025 inclus. Et c'est une période que nous pensons, parce que nous sommes dans un programme de recherche de financement dilutif, de pouvoir l'allonger un petit peu, mais aujourd'hui, il n'y a rien de certain là-dessus. Mais au moins jusqu'à fin 2025, nous avons de l'argent. Merci beaucoup. Alors, à ce stade, c'était la dernière question. Ben. Je rappelle aux participants s'ils peuvent poser la question. C'est via le système de chat en bas de leur écran. On a une question qui vient de s'ajouter. Avez-vous des prévisions de croissance en ressources humaines pour supporter les phases 3 et l'évolution des autres composés? Et si oui, quelles sont-elles? Aujourd'hui, nous avons une structure qui nous permet de gérer tout ce que nous avons géré jusqu'à maintenant. Donc, les phases 3 pour les 117, en principe, vont être gérées par Indivior. Donc, ça va nous permettre de dégager du personnel pour aller dans d'autres programmes. Mais bien sûr, nous devons... Moi, je pense que la prochaine étape pour notre société, mais on aura besoin d'avoir des succès, c'est d'aller vers une quarantaine de personnes, et c'est la taille qui me paraît appropriée. Aujourd'hui,
Vous savez, en 2021, on était 12. Très rapidement, on est passé à plus de 20. Aujourd'hui, on est 24 et plus. Et donc, la prochaine étape que nous voyons en horizon de 2 ans, c'est de passer à 40 personnes, chose qui nous donnera une assise. Ça, on ne va pas inventer la rue, on a déjà un système qui marche, qui est bien en place. On va juste augmenter les équipes dans chaque département pour être capable de gérer plus de dossiers en parallèle. Merci. Alors, on a une question très technique d'un participant. Pourquoi avoir choisi une période de washout de 14 jours seulement dans la phase 2A, alors que la demi-vie est de 6 à 11 jours? Alors, je présume qu'on parle de candidat 117. Oui. Donc, en fait, nous avons trouvé une demi-vie plus longue que celle à laquelle nous attendons normalement. Donc, normalement, vous pouvez... Donc, ça, c'est la phase 2A. La période de washout, c'est la période entre les deux périodes de traitement. Nous avons calculé la période que nous devons faire en utilisant une autre méthode qui est valide, mais un peu moins utilisée, qui est plus utilisée pour les médicaments avec une vie, c'est de calculer quand vous arrivez à moins de 5% de la Cmax, de la concentration maximale. Et ça, nous avait fait choisir 14 jours. Exactement. Parce qu'avec ces critères, ça passait sans problème. En faisant l'étude, nous nous sommes rendus compte que les médicaments ont une durée d'action apparemment beaucoup plus longue, chose que c'est quand même un avantage pour la thérapie de l'addiction, où la compliance quand même peut être un problème. Donc, avoir une thérapie une fois par jour, et même si vous ratez 2 ou 3 jours, c'est pas grave, c'est un atout fantastique. Et donc, voilà, nous avons choisi cette période, parce que nous l'avons choisi sur la base de l'information que nous avions à l'époque. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons arrêté de faire toute étude en crossover. On est obligé de faire toute étude en parallèle dû à la durée de vie assez longue du médicament. Merci beaucoup. On n'a plus d'autres questions. Parfait. Merci. Donc, nous remercions tout le monde. Merci beaucoup. Excusez-nous encore pour ce petit accident technique qui a prolongé la session. On est très content que vous avez pris le temps de rester avec nous et de nous poser des questions jusqu'à maintenant. Et donc, je vous dis, nous vous disons à la prochaine avec d'autres nouvelles que nous espérons être toujours bonnes. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Christian.